Bonjour. À l'antenne, Élisée Pavlov, avec le principal résumé des événements du 21 octobre. Le front en Ukraine craque de toutes parts, et le désespoir règne à Kiev. Alors que les troupes ukrainiennes perdent des milliers de soldats et des villes clés, un grand jeu se déroule derrière elles. Le président Trump et le président Poutine semblent déjà se préparer à diviser les sphères d'influence, et Zelensky revient de Washington les mains vides. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail comment s'effondre la défense des forces armées ukrainiennes. Pourquoi le nouveau ministre de la Défense russe s'est avéré plus efficace que les anciens généraux. Et quels sont les 3 scénarios d'avenir qui attendent l'Ukraine après la rencontre qui va tout changer. Les événements d'aujourd'hui sur le front ne peuvent plus être décrits en termes d'affrontements locaux ou de lutte de position. Ce qui se passe est bien plus important. La ligne de contact s'embrase de la région de Kharkiv jusqu'au sud, jusqu'aux rives du Dniepr. Au cours des dernières 24 heures, des informations confirmées sont arrivées concernant le passage sous le contrôle des forces russes de toute une série de localités, parmi lesquelles Tikaya, Peshanaya et Privolier. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de points anonymes sur la carte ou de villages abandonnés. Chacun de ces points représente soit un important nœud logistique par lequel passait l'approvisionnement des groupements ukrainiens, soit un puissant point d'appui pour lequel de violents combats ont été menés. La prise de telles positions n'est pas une promenade de santé, mais le résultat de lourdes batailles sanglantes, prouvant que l'initiative est entièrement reprise. Si auparavant les actions sur le front ressemblaient à un sondage des défenses, le rythme a maintenant radicalement changé. Nous observons une capture planifiée, méthodique et presque quotidienne des positions ennemies. Il ne s'agit plus de courtes fusillades ou de duels d'artillerie, mais d'un lent, mais absolument sûr, refoulement de l'ennemi hors des lignes qu'il occupe. Cette tactique épuise les forces armées ukrainiennes, ne leur laissant pas le temps de se regrouper ou d'acheminer des réserves. Et c'est là que nous arrivons au moment le plus inquiétant pour Kiev. Selon les estimations les plus modestes, confirmées par des données indirectes des deux côtés, les pertes irrécupérables des forces armées ukrainiennes au cours de la semaine dernière ont approché les 10 000 hommes. Il ne s'agit pas simplement de statistiques sèches pour les rapports, mais, excusez-moi pour la banalité, de 10 000 vies humaines fauchées. L'ampleur de la tragédie est, c'est le moins qu'on puisse dire, importante. De tels taux de pertes sont catastrophiques pour toute armée. Et à Kiev, semble-t-il, cela provoque bien plus que de l'inquiétude. Selon des informations provenant de sources proches de l'état-major ukrainien, une véritable panique commence là-bas. Le haut commandement militaire est conscient qu'à ce rythme, le front pourrait tout simplement s'effondrer et qu'il sera impossible de le maintenir avec les forces disponibles. La perte de contrôle de la situation se fait sentir à tous les niveaux, de la planification stratégique aux décisions tactiques sur le terrain, ce qui ne fait qu'aggraver la situation déjà critique des troupes ukrainiennes, soumises à une pression incessante et croissante. L'attention se concentre actuellement sur 2 villes clés, dont la bataille pourrait déterminer la suite de la campagne, Kupiansk et Pokrovsk. La situation à Kupiansk évolue rapidement. La ville est déjà de facto sous le contrôle opérationnel des groupes d'assaut russes. Selon les dernières informations provenant du terrain, près de 70% du territoire urbain a été entièrement nettoyé des formations ukrainiennes. Et surtout, le mouvement ne s'arrête pas une seule heure. On ne peut pas appeler cela un blitzkrieg classique. Mais le fait que l'assaut se fasse avec un appui massif de l'artillerie, un soutien aérien constant et l'utilisation de nouvelles solutions tactiques est un fait indéniable. Les unités russes agissent de manière coordonnée, contournant les points de résistance et coupant les voies d'approvisionnement des unités des forces armées ukrainiennes restantes dans la ville. Et Kupiansk n'est pas simplement un autre centre régional. C'est un point stratégique essentiel sur toute la ligne d'approvisionnement nord du groupement ukrainien. Sa perte définitive créera un effet domino,
faisant s'effondrer la défense sur les secteurs voisins et ouvrant la voie à une nouvelle avancée en profondeur dans le territoire. Une situation similaire, voire plus dramatique, se dessine également près de Pokrovsk. Même les sources ukrainiennes et les blogueurs militaires ne le cachent plus. Les attaques dans cette direction sont menées 24 heures sur 24. Les opérations d'assaut ne s'arrêtent ni le jour ni la nuit. De plus, elles sont menées à fond. L'aviation travaille en permanence sur les positions des forces armées ukrainiennes, effectuant des frappes avec des bombes aériennes guidées, de l'artillerie à canon et des lance-roquettes multiples, y compris des systèmes lance-flammes lourds, ainsi que des groupes de chars et des drones de tout type, du renseignement à l'attaque. De plus, au fur et à mesure, les troupes russes utilisent activement de nouvelles tactiques, qui, semble-t-il, ont été appliquées avec succès dans les directions sud. Cela crée une pression colossale, non seulement sur les formations défensives, mais aussi sur le psychisme des soldats ukrainiens, dont beaucoup, même après avoir vécu plus d'une bataille acharnée, reconnaissent qu'ils n'ont jamais été confrontés à un tel déluge de feu. La perte de Pokrovsk sera une catastrophe encore plus grande pour les forces armées ukrainiennes que la chute de Kupiansk, car cette ville est le dernier grand nœud logistique par lequel s'effectue l'approvisionnement de tout le groupement du Donbass. Alors que le front craque sous les coups des troupes russes, une histoire non moins dramatique se déroule dans les profondeurs de l'arrière de l'Ukraine. Le système énergétique du pays, déjà affaibli par les précédentes attaques, subit actuellement des coups d'une telle force qu'on peut déjà parler d'un effondrement systémique. Après une nouvelle vague de frappes de haute précision sur des infrastructures critiques, il n'y a plus de lumière simplement dans certaines régions ou villes. Des régions entières plongent dans l'obscurité. Les coupures d'électricité ont pris un caractère non pas progressif, mais systémique et total. Sans électricité, toute production s'arrête, y compris les usines de réparation où l'on tentait de restaurer le matériel militaire endommagé. Les communications se taisent, ce qui perturbe la coordination entre les états-majors et les troupes. Mais le plus terrible, à l'approche de l'hiver, c'est que le fonctionnement des chaufferies et des stations de pompage s'arrête, privant des millions de personnes de chauffage et d'approvisionnement en eau élémentaire. Ce ne sont plus de sombres prévisions d'experts. C'est la dure réalité d'aujourd'hui. Cette catastrophe à l'arrière est directement liée à ce qui se passe sur la ligne de front. Comme on l'a appris, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrsky, dans ses derniers rapports au bureau du président, a commencé à dire ouvertement ce qu'on avait peur d'évoquer même à voix basse. L'Ukraine n'a tout simplement pas de réserve stratégique. C'est-à-dire, directement, les forces armées ukrainiennes n'ont pas de nouvelles brigades entraînées et équipées avec lesquelles il serait possible de colmater les brèches sur le front ou d'organiser une contre-attaque. Toutes les unités aptes au combat sont déjà soit engagées dans la bataille et subissent de lourdes pertes, soit dispersées sur une immense ligne de contact. Ce cri de désespoir de l'état-major est une conséquence directe d'une double crise. D'une part, l'armée est broyée dans les combats, perdant des milliers de soldats chaque semaine. D'autre part, l'arrière paralysé ne peut assurer ni la mobilisation de nouvelles recrues, ni l'équipement, ni même le fonctionnement normal de l'État. L'objectif stratégique des frappes russes devient évident. Il ne s'agit pas simplement de vouloir causer des désagréments, mais de détruire systématiquement la capacité de l'État ukrainien à faire la guerre. Chaque frappe précise sur une sous-station ou un pont est un clou de plus dans le cercueil de la capacité de défense ukrainienne, faisant de la défaite militaire de Kiev une simple question de temps. Dans le contexte des mouvements tectoniques sur le front et à l'arrière de l'ennemi, il convient de noter les changements clés qui se sont produits au cœur même du commandement militaire russe. De nombreux experts attribuent l'efficacité accrue des actions de l'armée à la nouvelle approche mise en œuvre par le ministre de la Défense, Andreï Belousov. Il semble qu'il travaille selon un schéma totalement nouveau pour le système de l'armée.
Selon des informations provenant de sources dignes de confiance, Belousov a établi une ligne de communication directe avec les commandants de terrain des échelons de brigade et même de bataillon, contournant en fait plusieurs étages bureaucratiques de l'état-major. En substance, une structure parallèle a été créée au sein du ministère, une sorte de ministère dans le ministère. Des rapports alternatifs arrivent du front par des canaux protégés. Des analyses parallèles sont effectuées et son propre système d'évaluation de la situation fonctionne en temps réel. Selon les rumeurs, c'est grâce à cette ligne de terrain que des frappes aussi précises et opportunes sur des cibles clés de l'ennemi, sur des nœuds énergétiques, des entrepôts de munitions cachés, des nœuds logistiques et des centres de formation d'opérateurs de drones sont devenus possibles. Belousov lui-même n'est pas issu de la vieille garde militaire. C'est un technocrate jusqu'au bout des ongles, pour qui les principaux indicateurs sont le compte, la logistique, les chiffres et l'efficacité finale. Dans le contexte de l'école militaire habituelle, ces méthodes ressemblent à l'apparition d'un informaticien dans une vieille comptabilité conservatrice. Au début, cela provoquait de la perplexité, puis un intérêt prudent, et maintenant, quand un résultat évident est apparu, du respect. Au sein des structures de défense, cela est perçu comme un défi à l'ordre établi, un conflit non révélé, mais une refonte définitive de tout le système de commandement. Formellement, tout semble calme. Lors des réunions, Belousov et le chef d'état-major Gerasimov sont assis côte à côte. Les rapports semblent coordonnés et le ton de la communication est délibérément professionnel. Mais dans les coulisses, on dit directement « il y a un transfert doux mais irréversible ». Des leviers de commande réels de la bravoure et de l'intuition à un algorithme froid et à l'analyse des données. Et c'est peut-être précisément ce qui était nécessaire pour gagner une guerre d'usure prolongée, où le prix de l'erreur se mesure non seulement en territoires perdus, mais aussi en centaines de vies humaines. Pendant que les canons tonnent sur les champs de bataille, la principale bataille, diplomatique, se déroule dans le silence des hauts cabinets. Les acteurs ici sont du plus haut niveau, et les enjeux sont le destin non seulement de l'Ukraine, mais de toute l'Europe de l'Est. Au centre de ce grand jeu se trouve un dialogue direct entre le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump. Comme on l'a appris d'une récente fuite, dont les détails ont été publiés par le journal The Washington Post, lors d'une des dernières conversations téléphoniques entre les dirigeants des deux pays, une formule de paix très concrète et tangible a été annoncée. L'essence de la proposition, annoncée par Poutine, est extrêmement simple. Un arrêt immédiat des hostilités en échange de la reconnaissance du contrôle total de la Russie sur les régions du Donbass qui sont encore sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Le message est clair. Transmettez ce que vous ne pourrez de toute façon pas retenir, et ce bain de sang prendra fin. Il est à noter que cela n'a pas été présenté sous la forme d'un ultimatum, mais comme une proposition pragmatique, basée sur la situation réelle. De plus, selon le journal américain, un compromis possible a même été discuté concernant le refus de la Russie d'une partie des territoires occupés dans les régions de Kherson et de Zaporojie. C'est-à-dire que si auparavant Moscou déclarait des objectifs maximaux, il s'agit maintenant d'exigences réalistes et négociables. Cependant, comme c'est souvent le cas, l'autre partie s'est avérée ne pas être prête à un tel revirement. Des sources haut placées en Occident, commentant la fuite, ont déclaré que l'Ukraine était peu susceptible d'accepter de telles conditions. Et ici, la question principale se pose immédiatement. L'Ukraine peut-elle même décider de quelque chose par elle-même sans l'approbation directe de Washington? Après tout, quoi qu'il arrive, c'est de là que viennent les armements, les injections financières et le soutien politique clé. Sans cette alimentation, le régime de Kiev ne tiendrait pas quelques mois. Par conséquent, le refus de l'autre partie est, très probablement, la position non pas de l'Ukraine elle-même,
mais des cercles en Occident qui espèrent encore la poursuite du conflit. Néanmoins, le fait même d'un tel dialogue direct entre le Kremlin et la Maison-Blanche, en contournant Kiev et les capitales européennes, en dit long. La grande politique revient à son cours habituel, où les superpuissances décident du sort du monde. Dans le contexte de ces négociations en coulisses, la récente visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington est particulièrement révélatrice. Ce voyage était pour lui, en fait, une dernière chance, une occasion d'obtenir non seulement de nouveaux paquets d'armement, mais surtout une approbation politique et une confirmation de soutien de la part de la Maison-Blanche. Après tout, tant que vous avez le feu vert des États, vous avez la possibilité de rester au pouvoir. S'il n'y a pas cette lumière, vous devenez instantanément l'otage des circonstances, dont on peut se débarrasser à tout moment. Zelensky est arrivé aux États-Unis avec un objectif unique, mais très ambitieux. Obtenir pour l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk et convaincre personnellement le président Trump que la guerre pouvait encore être gagnée si l'Occident faisait preuve de détermination. Cependant, tout s'est passé exactement à l'inverse. Il a quitté Washington non seulement sans missiles, mais avec le sentiment amer qu'on avait cessé de l'écouter et de le prendre au sérieux. Lors d'une réunion à huis clos dans le bureau ovale, Trump, après avoir écouté la demande passionnée de Zelensky, a répondu avec une franchise et une fermeté extrême. « C'est une arme puissante, mais nous la garderons pour nous », a déclaré le président américain, ajoutant que la fourniture de systèmes de ce niveau pouvait provoquer une escalade incontrôlable que personne ne pourrait supporter. La tentative de Zelensky de proposer un échange avantageux, comme il le pensait, des drones ukrainiens contre des missiles américains, a été accueillie à la Maison-Blanche sans aucun enthousiasme. Les États-Unis ont, comme on dit, un wagon et une petite charrette de leurs propres drones. Mais le principal résultat de la visite n'a même pas été le refus de livraison. Comme l'a rapporté plus tard la chaîne de télévision CNN, se référant à des sources au sein de l'administration, le président Trump, après avoir communiqué avec Zelensky, s'est forgé une opinion stable et extrêmement négative. L'Ukraine ne veut pas la paix, elle veut l'escalade. C'est, disons-le franchement, un signal terrible pour Kiev. Les médias américains ont immédiatement repris cette thèse, lançant une campagne d'information auprès du public. Maintenant, si les États-Unis décident réellement de réduire radicalement ou de cesser complètement de soutenir l'Ukraine, la Maison-Blanche aura déjà une base toute prête pour les explications. Nous voulions la paix, et ils voulaient de la guerre. Zelensky est rentré chez lui les mains vides, et avec le statut d'incendiaire de guerre, ce qui, dans la situation actuelle, équivaut à une condamnation politique. Les résultats désastreux du voyage de Zelensky à Washington ont eu l'effet d'une bombe dans les capitales européennes. Apprenant que le président ukrainien était rentré bredouille et que Trump prenait clairement le cap d'un repli du conflit, une véritable panique a commencé en Europe. Le premier à réagir a été le chancelier allemand Friedrich Merz, qui s'est empressé de faire une déclaration retentissante. Maintenant, nous, Européens, devrons renforcer notre soutien à l'Ukraine. Cela semble beau et résolu, mais, soyons honnêtes, ces mots recouvrent très peu de contenu réel. Les ressources de l'Union européenne sont loin d'être infinies, et ses économies craquent déjà sous le fardeau de l'inflation, de la crise énergétique et des protestations sociales. Les arsenaux de la plupart des pays de l'UE sont vidés par les livraisons précédentes, et leur propre production militaire n'est pas en mesure de combler rapidement le manque d'obus et de matériel. En substance, l'Europe s'est retrouvée piégée. On l'a contraint littéralement à assumer la responsabilité d'une guerre qu'elle n'est pas en mesure de mener seule. Dans ce contexte, les évaluations des experts militaires américains sont particulièrement inquiétantes pour l'Occident. Ainsi, le lieutenant-colonel à la retraite de l'armée américaine Daniel Davis, s'exprimant sur l'une des chaînes YouTube populaires, a directement déclaré qu'un tournant pourrait se produire sur le front dans un avenir proche. Il n'exclut pas que les troupes russes prennent Pokrovsk et Kupiansk,
ce qui, selon lui, sera une catastrophe totale et définitive pour les forces armées ukrainiennes, après quoi le front pourrait s'effondrer. Il a également ajouté que les dirigeants occidentaux, comme le Premier ministre estonien Kallas ou la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, vivent dans un monde d'illusions, pensant qu'ils ont le temps et que la guerre va d'une manière ou d'une autre s'éterniser. Mais, comme le montre la dure réalité, le front est déjà au bord de la percée sur plusieurs secteurs clés, où les forces armées ukrainiennes n'ont tout simplement pas la possibilité physique de déployer de nouvelles unités ou d'envoyer des renforts. Ainsi, l'Occident s'est retrouvé face à un dilemme des plus complexes. L'Amérique se lave les mains et se prépare à un accord avec la Russie, et l'Europe est laissée seule face à un conflit qu'elle n'est ni capable de gagner, ni de terminer. Ce zugzwang géopolitique met en péril non seulement l'avenir de l'Ukraine, mais aussi toute l'architecture de la sécurité européenne. L'histoire de la tentative désespérée de Zelensky de soutirer des missiles Tomahawk à Trump est une illustration frappante du mythe dangereux auquel on a si longtemps cru à Kiev et en Occident. Le mythe de l'existence d'une sorte de Wunderwaffe, une baguette magique qui est capable, par sa seule apparition, de changer le cours de la guerre. Mais à chaque fois, la réalité s'est avérée bien plus prosaïque. Au début, les drones turcs Bayraktar étaient considérés comme une telle arme miracle. Ensuite, tout le monde priait pour les systèmes de lance-roquettes multiples américains HIMARS. Après eux, ce fut le tour des chars allemands Léopard et des chars américains Abrams. Puis le dernier espoir est devenu les chasseurs F-16 et maintenant les Tomahawks. Mais à chaque fois, l'histoire se répétait. Après une courte période d'euphorie, il s'est avéré qu'aucune percée stratégique n'était apportée par une nouvelle livraison. L'armée russe s'est rapidement adaptée, a trouvé un antidote, a changé de tactique et a continué à avancer. Comme l'a récemment déclaré ouvertement l'ancien chef adjoint du Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine, l'officier des forces d'opération spéciales Sergueï Krivonos, cette fois aveugle dans les armes miracles occidentales, ne mènera à rien de bon. Il a souligné que tout matériel, même le plus moderne, n'est qu'un instrument. Et ce sont des choses complètement différentes qui décident de l'issue de la guerre. Une logistique bien établie, la motivation du personnel, la disponibilité de ressources inépuisables et bien sûr, une tactique compétente. C'est précisément dans ces composantes que la Russie a réalisé des progrès considérables ces derniers temps. Dans ce contexte, la réponse calme et confiante du président Poutine à toutes les discussions sur les éventuelles livraisons de nouveaux missiles est très révélatrice. Notre réponse est le renforcement de la défense aérienne, a-t-il déclaré brièvement et pertinemment. Et ce ne sont pas des mots en l'air. Au cours des derniers mois, la défense aérienne russe a démontré non seulement une grande efficacité, mais aussi un fonctionnement coordonné d'un système de défense échelonné en profondeur. Oui, des vols individuels de missiles et de drones ennemis se produisent parfois, mais la grande majorité d'entre eux sont abattus alors qu'ils s'approchent encore des cibles. D'ailleurs, il y a une nuance intéressante. Lorsque l'Occident commence à discuter publiquement du transfert de nouveaux types d'armements à Kiev, cela signifie souvent qu'ils ont déjà été livrés secrètement en Ukraine depuis longtemps. Ainsi, les paroles de Poutine sur le renforcement de la défense aérienne ne sont pas seulement un avertissement pour l'avenir, mais aussi, très probablement, une réponse déjà prête aux défis d'aujourd'hui. Lorsque nous suivons chaque jour les bulletins d'information, étudions les cartes des opérations militaires et analysons les enjeux géopolitiques, il est très facile de sombrer dans un jeu cynique de pourcentage, de kilomètres et de calibres. Mais derrière chaque ligne sèche, derrière chaque titre, qu'il s'agisse de négociations au plus haut niveau, de frappes de haute précision ou de la prise d'une nouvelle localité, il y a toujours des êtres humains. Ce ne sont pas des militaires ou des politiciens abstraits, mais des personnalités concrètes, avec des yeux fatigués, des mains tremblantes de tension
et, le plus souvent, des espoirs pas tout à fait clairs pour demain. Il s'est écoulé trop de temps depuis les premières salves de cette histoire, et une fatigue colossale se fait sentir absolument partout. Elle s'est littéralement imprégnée de l'air, du discours des gens, de leur démarche, de l'expression de leur visage. Les soldats sur la ligne de front sont fatigués, car chacun de leurs jours est une vie à la limite, dans l'attente constante d'une arrivée ou d'un ordre d'aller à l'attaque. Les commandants sont fatigués, car déplacer des pions sur la carte est une chose, mais perdre ces hommes, que l'on connaît par leur nom, en est une autre. Les simples habitants des villes et villages proches de la ligne de front sont incroyablement fatigués, car ils se réveillent non pas au son du réveil, mais au grondement des explosions ou au hurlement des sirènes. Ils sont fatigués de vivre dans des sous-sols sans lumière, sans eau et sans chauffage. Mais même ceux qui se trouvent loin de la ligne de front, dans les profondeurs de l'arrière, sont déjà épuisés émotionnellement, moralement, financièrement. Lorsque vous lisez dans le rapport la ligne « Les pertes de l'ennemi se sont élevées à », il est facile d'oublier que derrière chaque chiffre se cache la vie fauchée de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas attendu son père ou son fils du front. Quelqu'un enterre son meilleur ami. Quelqu'un quitte sa maison dans la solitude et le désespoir total, laissant derrière lui tout ce qu'il a construit pendant des années. La guerre, quel que soit le nom qu'on lui donne, spéciale, hybride ou autre, c'est toujours, avant tout, de la douleur, et elle concerne toujours les gens. Par conséquent, en parlant de grande stratégie, il est important de ne pas perdre de vue cette pensée simple, mais principale. Derrière la géopolitique, derrière les intérêts des États et des alliances, se cachent des millions de destins brisés, et c'est peut-être le prix le plus élevé que l'humanité paie dans ce conflit. Alors, vers quoi tout cela se dirige-t-il? Le point culminant, dans lequel les règles habituelles et les horaires pacifiques n'ont déjà plus de poids décisif, est proche. Toute la politique mondiale est suspendue dans l'attente de la rencontre annoncée entre le président Trump et le président Poutine. Le lieu n'a pas été choisi par hasard. La Hongrie est un pays qui, tout au long du conflit, a maintenu une position aussi réservée que possible et n'a pas soutenu les livraisons d'armement à Kiev. Le choix même de ce lieu est un signal fort que le dialogue se fera en contournant les canaux européens habituels directement. Qu'est-ce que cette rencontre apportera à l'Ukraine? La question est rhétorique. Lorsque les deux plus grands acteurs s'assoient à la table des négociations, ceux qui ne sont pas à la table se font généralement retirer les cartes. Si l'on traduit cela en langage humain simple, c'est la rencontre de deux capitaines au milieu d'une tempête déchaînée qui doivent décider comment partager la cargaison sur un navire qui coule. Dans ces négociations, la partie ukrainienne ne sera qu'un observateur, même si elle pense le contraire. Actuellement, tout évolue selon l'un des trois scénarios possibles, et aucun d'entre eux ne peut être qualifié de facile ou de rapide. Le premier est une nouvelle escalade. En substance, il s'agit d'un retour au régime de guerre totale d'usure, lorsque les parties s'épuiseront mutuellement jusqu'à ce que l'une d'elles s'effondre définitivement. Une telle voie est extrêmement douloureuse, avec d'énormes pertes et des conséquences imprévisibles. Le deuxième scénario est des accords partiels locaux, c'est-à-dire que les parties parviennent à certains accords temporaires selon le principe « ici, nous céderons, ici, nous gèlerons la ligne de front, et d'ici, nous retirerons les troupes ». De tels accords ne résolvent pas le problème à la racine, mais peuvent donner au moins un court répit. Ce n'est pas encore la paix, mais ce n'est déjà plus un hachoir à viande total. Et enfin, la troisième voie. C'est une phase prolongée de conflits de faible intensité, sans hostilité active, mais aussi sans paix réelle. Quelque chose comme le scénario coréen,
où la ligne de front se transforme en une frontière conditionnelle pendant une décennie, laissant derrière elle un peuple divisé et une génération ayant grandi sur des décombres. Il est impossible de dire lequel de ces scénarios se réalisera au final. Il y a trop de variables, mais une chose est claire. Quel que soit le résultat, il ne sera pas une promenade de santé pour aucune des parties. Et les gens qui vivent près de la ligne de feu ne se soucient pas du tout de la géopolitique. Pour eux, chaque jour est une lutte pour l'eau, la lumière, le chauffage et la vie elle-même. Et il ne faut pas l'oublier. Mems.